Alors, comment lire ou relire le Capital aujourd'hui? C'est le premier volet de mon intervention. Je vais procéder de manière très didactique, je dirais, en énonçant 5 conseils. En fait, ce sont des préceptes pour vous permettre de lire ou de relire. Premier précepte, il est très simple, mais c'est le plus difficile à respecter. C'est que si vous voulez lire le Capital, il vous faudra lire le Capital. Oui, ça paraît tout bête, mais je dirais, et je parle en connaissance de cause, c'est la première chose que je n'ai pas faite. Et c'est comme beaucoup de choses qu'on fait de manière secrète sans oser l'avouer. On tourne autour de 2500 pages dans la traduction des éditions sociales pour les 3 premiers livres. Il y en a un 4e dont je dirais un mot, plus qu'un mot même. Ajoutons-en encore à cela 1500 pages, donc 4000 pages. Évidemment, on se dit, si je peux me trouver la possibilité d'éviter ça, je me l'évite. Et il y a la possibilité d'éviter ça, du moins le croit-on. Il y a sur le marché une foule de commentaires. Alors, les commentaires ne vous dispenseront jamais de devoir lire en définitive l'œuvre lui-même. Au mieux, autrement dit, au mieux, ils seront inutiles. Bien pire, la plupart de ces commentaires, je dis bien la plupart, pas tous, la plupart de ces commentaires de surcroît abordent l'œuvre d'une manière tout à fait discutable. Vous verrez ensuite pourquoi, ça va faire au point suivant, et véhiculent même pour un bon nombre d'entre eux des erreurs, et quelquefois des erreurs absolument grossières. De ces erreurs que l'on entend colporter ensuite à propos du Capital, que Marx aurait dit etc. Il y en a de Marx comme de l'ours, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un qui a lu quelqu'un, qui a lu quelqu'un, qui a lu quelqu'un, qui est censé avoir lu Marx. Je me suis proposé, j'ai commencé à le faire, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais je relève systématiquement tout ce qu'on dit sur Marx, et de faire un jour vraiment une sorte de dictionnaire des idées reçues sur Marx, pour montrer que tout ce que l'on dit, et quand je dis « on », ce n'est pas la rumeur publique, mais les auteurs les plus avisés, c'est généralement, on ne trouve pas ça chez Marx, où on trouve quelquefois des choses approchantes, quelquefois des choses très différentes, et quelquefois exactement le contraire, mais enfin, c'est ce qui se dit sur Marx. Bon. Donc, la plupart des commentaires sont même non seulement inutiles, mais nuisibles. Quelques commentaires, cependant, sont de toute première valeur et éclaireront l'œuvre, mais ne pourront éclairer l'œuvre qu'une fois qu'on l'a lue. C'est-à-dire le grand commentaire, le bon commentaire, c'est celui, en effet, qui apporte une lumière originale, qui nous fait voir des choses qu'on n'avait éventuellement pas vues dans l'œuvre, mais pour ça, il faut avoir lu l'œuvre. Je dirais, sinon, le commentaire reste, je dirais, généralement lui-même incompréhensible ou même partiel, parce qu'il éclaire l'œuvre d'une certaine manière. C'est tout l'intérêt qu'il présente, à condition que soit approprié l'œuvre au préalable. Toujours dans le même ordre d'idée, et cela vaut pour Marx, mais vaut pour tous les grands auteurs. On pourra en dire de même de Weber, de Freud, etc. C'est que l'œuvre même, lorsqu'on l'aborde, elle s'avère toujours infiniment plus riche, infiniment plus passionnante que les commentaires nécessairement desséchés, rabougris, résumés de l'œuvre que l'on peut en produire. Donc, aborder l'œuvre elle-même, c'est être sûr d'y faire des découvertes et de se dire, nom de Dieu, j'aurais jamais pensé lire ça sous la plume de Marx, ou de Weber, ou de Freud, etc. Donc, tout ce qu'on peut se proposer de faire, c'est éventuellement de s'en remettre, ou éventuellement, quand on est ambitieux, d'écrire un guide de lecture. Alors, c'est ce à quoi je me suis osé moi-même. J'ai tenté moi-même, publié un petit ouvrage il y a quelques années intitulé « La logique méconnue du capital ». C'est un guide de lecture
je dirais, c'est absolument pas un commentaire, c'est absolument pas un digeste, c'est résumer la démarche de Marx lui-même en mettant en évidence un certain nombre d'articulations. Alors ça mérite d'être un guide, mais il faut se méfier des guides. Il faut se méfier des guides parce que les guides, quelquefois, nous égarent, ou quelquefois font pire que nous égarer, c'est-à-dire nous amènent sur des sentiers très balisés, on est sûr de ne pas s'égarer, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc méfiez-vous des guides, ne pas suivre le guide, c'est aussi la meilleure chose qu'on puisse faire, et s'écarter des chemins recommandés est sûrement parmi les premiers principes de la sagesse. Donc premier principe, si vous voulez lire le Capital, lisez le Capital. Et ne croyez pas vous faciliter la chose en vous contentant de commentaires. Deuxième précepte, c'est que quand il s'agit de lire le Capital, il faut se lire, encore une fois, le Capital, c'est-à-dire, non pas moins que le Capital, comme lorsqu'on lit un résumé, un digeste ou même un guide, mais lire tout le Capital. Tout le Capital et pas seulement des morceaux choisis, surtout lorsqu'ils sont présentés comme des morceaux de choix. Or, pendant très longtemps, on s'est contenté de ça. Si vous prenez toute l'historiographie marxiste qui court le long de la deuxième et la troisième internationale, ce qu'on appelle le marxisme classique, c'est ce qu'on a fait dans les écoles des partis. Première version, on a saucissonné le Capital. On a pris effectivement des morceaux de choix. Alors, on peut les repérer. C'était l'exposé de la formation de la plus-value absolue, section 3 de livre 1. C'était, deuxième volet, l'exposé de la loi d'accumulation du capital et de formation de la surpopulation relative, chapitre 25 du livre 1. Puis on sautait allègrement à la théorie de la soi-disant accumulation primitive, en omettant de signaler qu'il s'agissait d'une soi-disant accumulation primitive, section 8 du livre 1. Et puis on faisait un saut encore bien plus grand en se rendant directement au livre 3 pour exposer la fameuse loi de baisse tendancielle du taux de profit, section 3 du livre 3, et c'en était fini. Le Capital était résumé. Vous trouverez ça à longueur de digeste publiés par les écoles de partis à l'intérieur de la deuxième et troisième internationale. Et ça continue encore bien par après. Ou bien, deuxième version, c'est qu'on réduit le Capital au seul livre 1. Le Capital, c'est bien souvent le seul livre 1. Pas plus tard qu'avant-hier soir, j'étais au théâtre à Strasbourg, TNS, pour voir une œuvre qui s'intitule « Que faire ? Le retour ». Et parmi les auteurs cités, parce que le spectacle se présente en partie comme étant un montage d'un certain nombre d'emprunts à des ouvrages classiques, il y a le Capital. Et les œuvres en question sont citées. Et je suis allé voir, il y a marqué le Capital 1867. 1867, pour celles d'entre vous qui l'ignoreraient, c'est la date de publication du premier livre du Capital, le seul publié du vivant de Marx. On y reviendra encore. Et visiblement, pour l'auteur du livret en question, sans doute l'auteur de la pièce, les auteurs de la pièce en question, le Capital se réduit au livre 1. Et en effet, le livre 1, je dirais, contient tout ce que l'honnête militant de l'organisation politique doit savoir, c'est-à-dire comment s'organise le régime l'exploitation sous le régime du salariat. Évidemment, ce faisant, on oublie tout le reste. Bon, on fait quand même allusion, quand même de temps en temps, je l'ai déjà dit, à la section 3 du livre 3, c'est-à-dire à la fameuse baisse tendancielle du taux de profit, mais tout le reste disparaît. En particulier, il n'était jamais question du livre 2, qui avait fort mauvaise réputation et qui continue à avoir fort mauvaise réputation en disant oui, c'est des questions très techniques qui n'intéressent que les économistes. De toute façon, les schémas de la reproduction de la section 3, c'est
incompréhensible. Bon, il vaut mieux oublier ça. Le reste du livre 3, on l'oublie également. Et il n'est même pas fait allusion au fait qu'il existe en fait un livre 4, disparaît complètement. Alors de la sorte, évidemment, on méconnaît énormément de choses. D'abord, on méconnaît le fait avéré, répété par Marx, que Marx a conçu et réalisé le Capital, comme une totalité théorique, je le cite, il dit, dans une lettre à Engels, il dit c'est un tout artistique. Un tout artistique. Le Capital est une œuvre d'art. Donc il n'est pas question, évidemment, on a détaché des parties comme ça n'a pas de sens. Et même, là c'est plus complexe, il dit c'est un ensemble ordonné dialectiquement. J'y reviendrai. Évidemment, on comprend qu'à partir de là, saucissonner le Capital, c'est comme par exemple se proposer de prendre des fragments des œuvres de Picasso en disant voilà l'œuvre de Picasso. Ou, ça on l'a connu, de prendre, je ne sais pas, par exemple Flaubert et lui faire subir le traitement de Lagarde et Michard. C'est-à-dire, tout ce qu'on a produit généralement, c'est des versions Lagarde et Michard du Capital. Et que je vous donne, je ne reviens pas, tel passage de... etc., etc. Bien pire, de cette manière-là, évidemment, on perd complètement de vue le fil conducteur de l'œuvre. On brise les articulations entre ces différentes parties. Et on ne comprend pas. Nécessairement, on est condamné à ne pas comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, je mets quiconque au défi de comprendre les enjeux de la formation d'un taux de profit moyen. Ça occupe toute la section 2 du livre 3, sans avoir lu le livre 2. Or, c'est ce qu'on a fait pendant des générations de marxisme. Parce que, dans le livre 2, Marx introduit deux notions qui sont fondamentales du point de vue de la nécessité de la formation d'un taux de profit moyen, qui sont d'une part la notion de frais de circulation, montrer que le capital génère, de par sa simple circulation, des frais, et qui sont des faux frais, qui sont à payer sur la plus-value, et la différence extrêmement importante entre capital fixe et capital circulant. Or, la notion de profit rapporte, et plus encore celle de taux de profit, rapporte la plus-value à la totalité du capital avancé. Du capital avancé, c'est-à-dire capital fixe aussi bien que capital circulant. Et la nécessité qu'il y a la formation d'un taux de profit moyen, à partir de là, ne peuvent absolument pas se comprendre. Et je ne comprends pas comment des marxistes qui faisaient l'économie du livre 2 pouvaient se débrouiller avec, je comprends trop bien, les âneries qu'ils arrivaient à raconter à partir de là, en particulier lorsqu'il s'agissait de passer à la section suivante, c'est-à-dire l'explication de la fameuse baisse tendancielle du taux de profit. Pire encore, ce qui se trouve ainsi incompréhensible, c'est la méthode même suivie par Marx. La méthode. Méthodos, en grec, c'est le cheminement. Or, Marx chemine. Et il a un cheminement qui est extrêmement rigoureux et qui est extrêmement, pourrait-on dire, presque mécanique. On met un certain temps à le saisir parce que lui-même ne l'explicite pas comme tel. C'est un cheminement qui consiste à établir un résultat, puis dans un deuxième temps, montrer comment ce résultat trouve ses conditions de possibilité dans un autre résultat, lesquelles trouvera ces conditions de possibilité dans d'autres résultats encore, et ainsi de suite. Un exemple simple. Vous ouvrez le Capital, premier chapitre, l'analyse de la marchandise. Ce qu'on découvre, c'est le concept de valeur. Et Marx, analysant la substance de la valeur, est très embêté parce qu'il est obligé de dégager un concept qu'il est incapable d'expliquer. C'est le fameux concept de travail abstrait. Quelle est la substance de la valeur? C'est le travail, dit Marx, oui, mais le travail en général. Le travail, abstraction faite des multiples formes particulières et concrètes qu'il peut prendre et qu'il prend réellement dans la division sociale du travail. Alors, il se débrouille un peu plus, il va arriver des formules, il dit aussi c'est le travail social, du travail social moyen, ou il dit encore c'est du travail simple tel qu'il en existe dans toutes les formations sociales.
j'avoue que la première fois que j'ai lu ça, j'ai eu du mal à comprendre, et je pense que tout le monde a du mal à comprendre, et personne ne sait exactement de quoi il s'agit. C'est normal. C'est normal, parce qu'à ce niveau-là de l'analyse, Marx ne peut pas expliquer de quoi il s'agit. Il peut tout juste placer un jalon en disant au lecteur, bon, un peu de patience, je ne peux pas expliquer toujours tout ce que je suis en train de dire, la suite va venir. Et la suite vient. La suite vient lorsque, quelques dizaines ou bien 200 pages plus tard, on aborde la section 4 de ce même livre 1, qui porte en titre la production de la plus-value relative, et où Marx explique comment, en fait, par-delà l'objectif de produire de la plus-value relative, il s'agit pour le capital de s'approprier le procès de travail. Et ce que Marx montre lorsqu'on le lit attentivement, c'est comment, à travers ce processus d'appropriation par le capital du procès de travail, le capital produit le travail abstrait. C'est-à-dire le capital produit précisément ce travail en général, ce travail social moyen ou encore ce travail simple. Comment procède-t-il? Il le procède par socialisation du procès de travail qui transforme le travailleur individuel en un travailleur collectif, dans lequel les différentes forces de travail particulières, individuelles, se trouvent articulées les unes les autres pour former une même force de travail moyenne, par un processus en même temps d'autonomisation du travail mort par rapport au travail vivant, la constitution à travers le procès de travail mécanique d'un système des machines qui fixe comme une loi physique la dépense uniforme de la force de travail, et à travers, troisième processus, un processus d'expropriation du travailleur à l'intérieur même du procès de travail, et réduction à travers ce processus d'expropriation du travail à du travail simple. Autrement dit, on voit qu'il a fallu attendre la section 4 pour que Marx explique comment, en fait, le capital lui-même se donne les moyens de produire ce travail simple dont on découvre, ou ce travail social abstrait, dont on découvre l'existence dès les premières pages, dès les premières lignes du Capital, mais dont on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et ce n'est pas fini, parce qu'on n'en a pas fini avec le concept de valeur. Bon, il faudra attendre, j'ai déjà cité, la section 2 du livre 3 pour que Marx remette l'ouvrage sur le métier et montre comment le concept de valeur se forme encore. Là évidemment, les économistes ont cru y voir un simple problème de transformation de la valeur en prix de production. C'est pont à l'âne, ça. Je veux dire, il faut avoir au minimum une licence d'économie en tête pour ne rien comprendre dans cette section, la comprendre de cette manière-là. Le problème de Marx est tout à fait différent, c'est de montrer comment la formation de la valeur suppose non seulement la réalisation d'un système de travaux, ça c'est ce qu'on a vu, mais d'un système de besoins. Et comment tout le système social des besoins est mis à contribution à la formation de la valeur. Donc vous voyez comment en fait le même concept de valeur se trouve repris par Marx à différents moments de son développement pour être déterminé. Ça c'est la méthode marxienne. Cette méthode dont je dis qu'elle établit un résultat pour se donner ensuite les moyens de montrer comment ce résultat est obtenu dans la réalité. Et pour montrer encore ultérieurement comment ces conditions-là elles-mêmes se trouvent produites, etc., etc. Vous comprenez que si on saucissonne le capital, on prend des morceaux, mais absolument impossible de comprendre pourquoi Marx dit et fait cela à cela. Et vous comprenez aussi l'inanité des gens qui ont cru malin de dire « Ouais, mais Marx, à un endroit il dit ceci, à un autre endroit il dit cela. » Oui, et effectivement, ils arrivent même que le deuxième endroit, ils semblent dire, et ils disent réellement, des choses différentes et même apparemment contradictoires. Mais c'est qu'on n'a pas compris tout le cheminement qui amène de l'un à l'autre. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a procédé à ce fameux saucissonnage. Donc, si vous voulez lire le Capital, lisez tout le Capital et rien de plus. Je cherche mes notes.
Voilà. Troisième précepte, c'est qu'il faut lire tout le Capital, mais le lire en essayant d'en suivre la logique interne. Différent de cette méthode-là. Cette logique, par contre, Marx l'a définie dans un texte qui est célèbre, qui est connu, qui se trouve dans les premières pages des manuscrits de 1857-58, les fameux Grundrisse, dans un texte qui a été détaché, souvent publié à part, qui s'appelle L'introduction à la critique de l'économie politique. Marx distingue une démarche d'analyse et une démarche d'exposition, il définit cette démarche d'exposition de la manière suivante. Il dit la méthode, la bonne méthode est celle qui consiste à s'élever de l'abstrait au concret, qui est pour la pensée la manière de s'approprier le concret, de le reproduire sous la forme du concret pensé. Bon, voilà une autre formule assez énigmatique, s'élever de l'abstrait au concret. Généralement, évidemment, ce n'est pas la manière dont on se représente les choses. On considère qu'on s'élève du concret à l'abstrait. Hein. L'abstrait, c'est quelque chose d'épuré. Une abstraction, c'est une soustraction. Lorsqu'on procède par abstraction, on élimine des éléments. Donc, on épure, on s'élève. C'est toute la dialectique ascendante chez Platon, par exemple. Hein, on s'élève vers les idées. Bon. Ici, au contraire, pour Marx, on s'élève de l'abstrait vers le concret. Alors, comment cette formule doit-elle se comprendre ? Elle peut se comprendre de multiples façons, car il y a des multiples facettes de cette méthode dans le Capital. Elle doit se comprendre d'abord par le fait que dans le Capital, Marx passe des parties au tout. Ce que Marx analyse, c'est le procès de production capitaliste. Mais il commence d'abord par en distinguer deux moments qu'il traite séparément, indépendamment de l'un de l'autre, comme s'ils pouvaient exister, pourrait-on dire, abstraitement, justement, l'un indépendamment de l'autre. C'est d'une part le procès de production et d'autre part le procès de circulation. Et il en détermine les formes et les modalités indépendants l'un de l'autre avant de les réunir et d'étudier. C'est le livre 3, donc livre 1, procès de production, livre 2, procès de circulation, livre 3, procès d'ensemble, où il étudie, comme il dit, les phénomènes qui naissent simultanément du procès de production et du procès de circulation. On peut encore présenter ça de manière différente en prenant le concept de valeur et plus précisément celui de plus-value. Dans le livre 1, il montre comment la valeur et la plus-value se forment. Dans le livre 2, comment la valeur et la plus-value se réalisent, se métamorphosent en argent dans le procès de circulation. Et dans le livre 3, comment valeur et plus-value se décomposent dans ces différents éléments, ou différentes formes phénoménales que sont le profit moyen, partage entre profit industriel et profit marchand, partage entre profit, qu'il soit industriel ou marchand, d'entreprise et l'intérêt, la formation de la rente foncière, etc. Passer de l'abstrait au concret, ça signifie aussi passer de la forme générale du capital, celle qui articule tous les éléments, à ces différentes formes particulières que je viens de noter au passage, capital industriel, capital commercial, capital financier, etc. C'est aussi passer de la loi interne au phénomène. Il y a chez Marx tout un passage de l'exotérique à l'ésotérique. C'est-à-dire il montre comment, je vais encore y revenir, comment on peut saisir d'abord des formes relativement déterminées et claires de la valeur à des formes qui sont de plus en plus obscures, de plus en plus fétichisées, et obscurci de ce fait, de plus en plus opaque par conséquent, par exemple le capital fictif. L'interprétation que je proposerai de cette formule, s'élever de l'abstrait au concret, l'interprétation que je proposerai donc en fait de la logique en question, c'est que le capital déploie en fait une sorte de phénoménologie de la valeur. En allant des formes, en effet, les plus simples de la valeur, la marchandise, l'argent, qui ne sont pas pour autant déjà des formes
non entachée de fétichisme, donc déjà obscurcie, à des formes de plus en plus ésotériques, de plus en plus obscures, de plus en plus impénétrables, parce que de plus en plus médiatisées, jusque la fameuse formule sur laquelle s'achève l'exposé du Capital, la fameuse formule trinitaire, terre, travail, capital, c'est la fameuse formule sur laquelle les acteurs capitalistes ou salariés, les acteurs de la production capitaliste comprennent, prisonniers qu'ils sont des rapports de distribution, la manière dont fonctionne le mécanisme économique et la manière aliénée dont ils agissent à partir de là, mais fonctionnelle par rapport à cette reproduction. Je ne peux pas en dire malheureusement plus, parce que ça serait pénétré dans des explications longues. Dans l'exposé que j'avais fait ici même sur le fétichisme, j'avais déployé ça assez longuement. Le quatrième conseil que je vous donnerai vient en partie en rebours aux deux précédents. Je viens d'expliquer que le Capital forme un tout, une œuvre artistique, un tout artistique, dit Marx, donc quelque chose qui a l'apparence d'être achevé. Or, il faut lire le Capital en sachant que c'est une œuvre fondamentalement inachevée. Et il est absolument essentiel d'avoir cela constamment à l'esprit. Alors, montrons d'abord en quoi cette œuvre est inachevée. Je vais rapidement restituer le processus de conception et d'élaboration par Marx du Capital. Marx se réfugie à Londres en 1850, chassé qu'il est du continent par les polices qui le poursuivent pour sa participation aux événements révolutionnaires de 48-49. Il a été chassé de Paris, il a été chassé de Bruxelles, et il tombe à Londres, il tombe bien, parce qu'il tombe évidemment au plein centre de ce qu'est le capitalisme de l'époque, et surtout il tombe à l'ombre du British Museum et de sa formidable bibliothèque où il peut se plonger corps et âme perdus dans la lecture des économistes. Ça lui prend quelques années et 1857-1858, première étape, il rédige un ensemble de manuscrits, j'ai déjà fait allusion, c'est les fameux Grundrisse. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, fondement de la critique de l'économie politique, un manuscrit qui reste inédit. Il sera publié fort tard, en 1939, à Moscou, et première traduction française en 1967 seulement. Dans la foulée, il conçoit un premier plan de publication de sa critique de l'économie politique, car c'est ainsi qu'il l'annonce, et il publie ce qui constitue pour lui les deux premiers des trois chapitres sur lesquels soit développée la critique de l'économie politique selon lui, sous le titre de Critique de l'économie politique. C'est un ouvrage qui paraît en 1859, donc immédiatement après, et qui comprend un chapitre sur la marchandise, un deuxième chapitre sur la monnaie, et devait suivre un troisième chapitre sur le capital. Ils se mettent à la rédaction de ce troisième chapitre, après une petite interruption, entre 62 et 63, mais d'emblée, ça dérive. C'est-à-dire ce qui devait devenir un simple chapitre additionnel aux deux précédents, prend la forme d'un immense manuscrit de 23 cahiers, toujours intitulé « Critique de l'économie politique ». La partie centrale de cet immense manuscrit, on en reparlera, c'est ce qui va devenir la matière de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant un livre 4 du Capital. C'est au cours de la rédaction de cet immense chantier, parce qu'il n'y a pas d'autre terme à utiliser, que le projet du Capital germe. C'est-à-dire germe l'idée de faire paraître un ouvrage qui s'intitulera « Le Capital » et qui portera en sous-titre « Critique de l'économie politique ». Donc c'est là l'inversion. Ce qui était au départ simplement un chapitre de la critique de l'économie politique va devenir le titre de l'ouvrage avec un sous-titre « Critique de l'économie politique ». On verra. Je me reviendrai sur ce que signifie cette expression. Entre 63 et 65, Marx rédige une première version des trois premiers livres du Capital, un manuscrit qu'on a à peu près totalement perdu, sauf
on va voir le passage correspondant au livre 3. Les deux autres ont disparu. De 65 à 66, Marx rédige la version définitive du livre 1, qui paraît en 67. On l'a vu, on est là à la 4e étape donc, de sa rédaction. 68 à 70, 1800, Marx se met au travail de la rédaction du livre 2, fait 4 essais différents de cette rédaction, aucun ne lui paraît satisfaisant, il abandonne. Il tombe sur des difficultés qui le font abandonner, arrive la Commune, et tous les débats à l'international, ça le distrait, puis ensuite il se passionne pour la Russie, et les réformes agraires en Russie, ça le distrait beaucoup, jusqu'en 77 où il reprend la tâche. Et il essaye à nouveau de rédiger le livre 2, ça donne 4 nouveaux essais de rédaction. La maladie l'arrête, et l'ouvrage en restera là, il meurt en 83, le 2e livre en plan, le 3e, il n'y a plus touché depuis 1865. C'était donc la 4e étape, la 5e étape. Pardon. Engels, qui n'a cessé de le pousser pour qu'il achève la rédaction du Capital, en disant « Quand est-ce que tu livres le livre 2 ? Quand est-ce que tu livres le livre 3 ?» etc. Et Marx répondait « Avant de les publier, il faut que je les rédige. » Il savait de quoi il parlait. Engels, lui, s'empare des manuscrits et en 2 ans, il réalise ce que Marx n'était pas arrivé à faire en 12 ans, c'est-à-dire il boucle le livre 2. Comment s'y prend-il ? Tout simplement en découpant et en montant les 8 manuscrits, les 8 essais successifs de rédaction par Marx du livre 2. Donc, le livre 2 du Capital, ce que nous appelons le livre 2 du Capital, n'est pas de Marx. C'est un ouvrage composé par Engels à partir d'éléments pris par lui dans ses différents manuscrits, les 8 manuscrits rédigés par Marx en 2 volets, entre 68 et 70, entre 77 et 80, pour tenter de rédiger le livre 2. Engels, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Il indique très scrupuleusement les passages, de quel passage il s'est servi, etc. C'est très choquant pour nous parce que c'est évidemment absolument plus dans nos habitudes éditoriales. Mais c'était totalement courant à l'époque. Personne à l'époque, je dirais, il arrive très souvent à l'époque que lorsqu'on traduise par exemple un bouquin, on trouve qu'il y a des passages trop longs, on les résume. Bon, c'est tout à fait dans les mœurs. Évidemment, aujourd'hui, on ferait absolument plus ça. On trouverait un auteur qui meurt en laissant un ouvrage en plan. On publie l'ouvrage tel quel, éventuellement avec tout un pareillage critique, mais ce n'est pas les mœurs de l'époque. Et Engels va en faire autant pour le livre 3. Là, il mettra un peu plus de temps. Il boucle ça en 1894, juste avant de mourir. Juste le temps. D'ailleurs, il s'est en partie épuisé sur ce livre 3. Et il a travaillé à partir du seul manuscrit à sa possession, plus des notes additionnelles, qui est le manuscrit de la version primitive du Capital, c'est-à-dire le manuscrit de 63-65. Donc le livre 3, tel que nous le connaissons, n'est pas davantage de Marx. Il est également d'Engels, et il est même plus d'Engels que, pourrait-on dire, le livre 2, parce que Engels s'est rendu compte, en travaillant le livre 3, qu'il y avait des éléments que Marx n'avait pas élaborés, précisément parce qu'il n'avait pas conduit assez loin sa réflexion sur le livre 2. Ce qui valide d'ailleurs tout ce que je vous ai dit précédemment, à savoir qu'il est impossible de comprendre le livre 3 sans le livre 2. Et il est obligé d'injecter dans le manuscrit du livre 3 qu'il publie plusieurs chapitres qui sont de son cru, et qu'il donne d'ailleurs de son cru, justement pour rétablir les éléments non élaborés par Marx dans le manuscrit dont il se sert, parce que c'est un manuscrit qui est antérieur à la parfaite élaboration par Marx de la matière du livre 2. Donc, ce livre 3 paraît en 1894, et il restait le fameux livre 4, dont Marx fait état lors du projet du Capital dans le manuscrit de 61-63, à savoir la reprise de l'ensemble de la matière théorique, mais sous une forme historique, c'est-à-dire sous la forme d'une critique de l'économie des économistes. Et ça sera l'œuvre entre 1905 et 1910 de quelqu'un dont la mémoire est aujourd'hui à peu près oubliée de tout le monde, Karl Kautsky, qui est le grand marxiste de l'époque. Je veux dire, c'est le principal leader, enfin c'est un des principaux leaders et en tout cas le principal théoricien
de la social-démocratie allemande et qui publie entre 1905 et 1910 la partie centrale du manuscrit de 1861-63 sous le titre de Théorie de la plus-value et sous le sous-titre de livre 4 du Capital. Donc là, nous avons un texte qui est de Marx, un peu chamboulé parce que bon, on a déplacé certains éléments, mais c'est un texte de Marx. Donc, nous voyons que ce que nous connaissons comme étant le Capital, c'est en fait un ensemble totalement hétéroclite de textes qui présente de surcroît ce paradoxe que plus on avance dans l'ouvrage d'un point de vue logique, plus on régresse d'un point de vue chronologique. Plus on avance dans l'analyse, plus on a affaire à des textes que Marx a rédigés tôt dans son parcours théorique d'élaboration du Capital et qu'il n'a pas eu le temps de reprendre ou de reprendre suffisamment par après. Il faut savoir tout ça, parce que ça a bien évidemment une importance décisive. Il faut savoir qu'on n'est pas au même niveau d'élaboration théorique dans le livre 1 que dans le livre 2, qui est le plus tardif, mais remanié par Engels, et dans le livre 3, qui est le plus ancien, c'est-à-dire qui est, pourrait-on dire, si archaïque, entre guillemets, d'un point de vue théorique, que, encore une fois, Engels a dû y injecter des éléments parfaitement justifiés du point de vue de la logique marxienne, mais non élaborés par Marx, parce qu'on a affaire à un manuscrit qui est ancien dans la démarche. Ce n'est pas tout. Au cours de ce trajet, de ce long trajet, qui occupe quand même 25 ans de sa vie, les 25 dernières années, les 25 meilleures années de sa vie, que Marx a sacrifiées. Enfin, il a fait autre chose entre-temps. Il a quand même, entre-temps, fondé une internationale, par exemple, au passage. Enfin, il n'était pas seul, rassurez-vous. Heureusement, d'ailleurs. Bon. C'est quelqu'un aussi qui a toute une vie de militant, de journaliste, etc. Son projet, au cours de ce trajet, son projet s'est modifié. Ce n'est pas le même projet qu'il finit par réaliser et qui est celui qu'il conçoit au départ. Au départ, il conçoit un projet très vaste, qui est un projet littéralement de critique de tout le monde, de tout l'univers capitaliste. Il s'en explique dans la préface à la critique de l'économie politique. Il dit « J'examine le système de l'économie bourgeoise dans l'ordre suivant. Capital, propriété foncière, travail salarié. État, commerce extérieur, marché mondial. » Donc il prévoyait 6 volets, si vous voulez. 6 volets. Et évidemment, on sait que des 6 volets, il n'a réellement travaillé que le premier. Et il se rend compte tout de suite que le projet est dément. Dans la rédaction, au cours de la rédaction des manuscrits 61 et 63, il écrit une lettre à Engels où il dit qu'il a à peu près fini cela, mais il dit en même temps qu'il s'en tiendra là. Il dit c'est la suite du fascicule 1, c'est-à-dire l'ouvrage qu'il a publié en 1859. Il dit « Mais l'ouvrage paraîtra séparément sous le titre « Le Capital » et contribution à la critique de l'économie politique ne figurera qu'un sous-titre. » En fait, l'ouvrage n'englobe que ce qui devait constituer le 3e chapitre de la première partie, n'y est donc pas incluse la concurrence des capitaux ni le crédit. Ce volume contient ce que les Anglais appellent « The Principles of Political Economy ». C'est, avec la première partie, la quintessence et le développement de ce qui va suivre pourrait facilement être réalisé par d'autres, sur la base de ce que j'ai déjà écrit, à l'exception peut-être du rapport entre les différentes formes de l'État et les différentes structures économiques. Donc, il voit d'emblée que de toute façon, son premier projet est quelque chose d'irréalisable, que d'autres auront après lui à en prendre en partie la charge, il ne peut pas le réaliser. Conclusion de tout ça, c'est une digression un peu longue, mais je ne perds pas le fil. Conclusion, c'est que le Capital résulte donc d'un double inachèvement. Premièrement, l'inachèvement de ce premier projet que Marx avoue. Il avoue en cours de réalisation, je ne suis pas capable de réaliser mon premier projet, je conçois un projet beaucoup plus restreint et ce sera le Capital. Mais le Capital lui-même, ce deuxième projet, il ne l'achèvera pas. Que faut-il en conclure quant à l'art et à la manière de lire le Capital? Et c'est là que je vais tous vous désespérer. C'est qu'il n'y a pas seulement les 2500 pages du Capital à lire. C'est qu'il y a à lire les doubles
de pages, les 5000 autres pages qui ont entouré le Capital, pour comprendre le Capital. Donc, il va falloir attendre que ces manuscrits soient publiés, car une bonne partie de ces manuscrits n'a pas encore été publiée. Ils sont en cours de publication dans le cadre de la fameuse Méga 2, Méga Marx Engels Gesamtausgabe, en traduction française, la GEM, la grande édition Marx et Engels, donc très avancée en Allemagne, qui en est à ses premiers pas en France. Donc il va falloir attendre, du moins pour ceux d'entre nous qui ne lisent pas l'allemand, ceux qui lisent l'allemand, qui ont cette chance, peuvent déjà disposer d'un certain nombre de ces manuscrits, pas tous encore. Bon, la traduction française prendra encore quelques décennies. Donc je pense que, je dirais, la véritable compréhension du Capital est encore devant nous. Du moins, peut-on, en attendant, avoir cette prudence de se dire qu'il ne faut pas oublier que l'on a affaire avec le Capital à quelque chose qui est inachevé. Quelque chose qui est, comme disent très bien les anglo-saxons, work in progress, in process même, pourrait-on dire, un ouvrage en train de se faire et qui n'est certainement pas achevé. Vous comprenez aussi la couche de malentendu qui a été répandue sur le Capital dès lors qu'on a cherché à le dogmatiser. Dernier conseil, et ce n'est pas le moindre. Quand on lit le Capital, ne surtout pas oublier le sous-titre « Critique de l'économie politique ». Parce que, nous l'avons vu, le premier titre du projet, du méga-projet que Marx conçoit, dont le Capital n'est en quelque sorte qu'une partie, mais c'est une partie qui est la filiation du tout, c'est bien une critique de l'économie politique. Le problème, c'est que cette formule, critique de l'économie politique, qui figure en bonne place comme sous-titre du Capital, cette formule n'est pas simple non plus de compréhension. Elle n'est pas explicitée par Marx. Je veux dire, Marx a bien des qualités, mais Marx présente aussi bien des défauts. C'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup le temps d'expliquer ce qu'il fait. Il le fait. Remarquez, il a bien raison. Ce qu'on sait faire, on le fait, comme disait l'autre. Ce qu'on sait faire médiocrement, on l'enseigne. Et ce qu'on sait faire vraiment très mal, on en fait la pédagogie. Donc Marx savait ce qu'il faisait, donc il l'a fait. Il ne s'est pas amusé à faire la pédagogie de ce qu'il faisait. À nous d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Alors, que signifie critique de l'économie politique ? Je pense que, ça, évidemment, c'est l'interprète qui parle. Donc, je livre ça à la discussion. Je pense qu'on peut donner 3 sens à cette formule. Le premier sens est absolument évident, et on s'est malheureusement attardé à lui, et on s'en est tenu à lui. C'est qu'il s'agit, pour Marx, de critiquer les insuffisances de l'économie politique comme science positive, donc les insuffisances des économistes. Alors, incontestablement, cela fait partie du projet de Marx. Il le dit très clairement, il l'explicite. Rappelez-vous, le livre 4 du Capital se donnait le projet, après avoir exposé théoriquement la critique de l'économie politique, de la reprendre historiquement, c'est-à-dire de parcourir toute l'histoire de l'économie politique pour faire la critique des différents auteurs, depuis les mercantilistes jusqu'à les classiques, ce que nous appelons aujourd'hui les classiques, c'est-à-dire jusqu'aux auteurs. Et Marx avait tout lu. Marx est quelqu'un quand même qui a tout lu l'économie politique publiée de son temps. Quelqu'un qui connaît ça, c'est le bout des tours. Et les 3 premiers livres comprennent de nombreuses digressions dans lesquelles Marx règle des comptes avec les économistes les meilleurs, Smith, Ricardo, etc. Donc, que fait-il dans ces cas-là ? D'une part, il se nourrit d'eux d'abord, évidemment, parce qu'ils n'ont pas raconté que des bêtises, ils n'ont pas commis que des erreurs, ils tirent parti de leurs acquis, mais en même temps, ils soulignent constamment leurs lacunes, leurs insuffisances, leurs erreurs théoriques, il y en a de profondes, et leurs illusions idéologiques, surtout qui tiennent
tous, et ça c'est le fil conducteur de la critique des économistes chez Marx, de montrer combien ces économistes sont prisonniers de représentations fétichistes, sont prisonniers de conceptions fétichistes des rapports de production. En même temps, il se propose de les dépasser au sens le plus vulgairement hégélien du terme, c'est-à-dire de réaliser leurs projets, c'est-à-dire d'accomplir la science économique en dégageant des lois. Et Marx prétend avoir atteint à des lois. Hein. Il le dit, n'est-ce pas, que dans la préface à la première édition allemande du premier livre de Capital, il dit le but final de cet ouvrage est de dévoiler la loi économique du mouvement de la société moderne. Loi économique qui donnera la loi de la valeur, qui donnera la loi d'accumulation, qui donnera la loi des équilibres sectionnels, qui donnera la loi de formation d'un taux de profit moyen, qui donnera la loi de baisse de ce taux de profit moyen, etc. Donc tout ça, c'est bien présent. Mais, je dirais, c'est la compréhension la plus superficielle qu'on puisse avoir de la formule. Derrière ça, il y en a une autre, beaucoup plus radicale, c'est qu'il s'agit pour Marx de critiquer le capitalisme comme un monde à l'envers. La formule figure chez lui. En effet, critique de l'économie politique, ça ne signifie pas pour Marx seulement critique de la science économique. Ça signifie aussi critique de l'objet même de cette science, à savoir les rapports capitalistes de production. Critique du monde même qui est l'objet de l'économie politique. Qu'est-ce que Marx a à reprocher à ce monde ? Une seule chose, d'être un monde à l'envers. Alors qu'est-ce que ça signifie ? D'être un monde dans lequel les producteurs se trouvent dominés par leur propre production, autonomisés sous forme de la valeur, c'est-à-dire de l'argent, de la marchandise, de l'argent, du capital. Un monde, par conséquent, dans lequel les hommes sont gouvernés par des choses qui sont autant de rapports sociaux réifiés et qui vont pouvoir être fétichisés à ce titre, c'est-à-dire auxquels on va pouvoir accorder des puissances surhumaines et surnaturelles même. Des choses, par conséquent, auxquelles, en définitive, les hommes vont devoir se sacrifier. Un monde dans lequel, en quelque sorte, des rapports sociaux, parce que réifiés et fétichisés sous forme de choses, deviennent de véritables idoles barbares qui se nourrissent de sang humain. Vous me direz, il délire. Non. C'est Marx, hein. Une des métaphores que Marx tisse le plus fréquemment dans le Capital, et ça, il faut avoir mis son nez dans le Capital pour le voir, parce que les commentaires passent à côté, c'est la métaphore du vampirisme. Bram Stoker n'avait pas encore écrit son roman Dracula, que Marx parlait des vampires. Le Capital, c'est le vampire. C'est le vampire. C'est ce corps mort qui ne vit qu'en pompant constamment ce sang qu'est le travail vivant. Et il file la métaphore en permanence. Alors vous me direz, bon, c'est la littérature, parce que Marx écrit très bien. Marx écrit très bien, en plus. Donc c'est très agréable à lire. Si, vous verrez ça. Ça vaut Flaubert, à mon avis. Bon. Non, c'est pas du délire, mais écoutez les hommes politiques, les journalistes d'aujourd'hui, mais ils nous expliquent ça. Vous allez devoir en baver, nom de Dieu. Vous allez, pardonnez-moi l'expression, en chier. Les Grecs, ils en chient. Les Espagnols, j'ai mangé avec un Espagnol qui m'a expliqué qu'en Espagne, il y a 30% des familles qui ne touchent plus aucun revenu aujourd'hui. Plus aucun revenu. Ni du travail, ni de remplacement. Et pourquoi, messieurs, dames ? Mais pour sauver l'euro. Pour sauver l'euro. Pour sauver une monnaie, on voue des centaines de millions de gens aujourd'hui, en Europe et au-delà, à la misère. C'est exactement ça que Marx nous explique. C'est ça dont il est question dans le monde à l'envers. Pour sauver une monnaie, du papier, des signes, des lignes
sur des ordinateurs. C'est ça la monnaie aujourd'hui. D'accord? On va condamner sciemment des hommes à la misère. Excusez-moi. On a connu des religions et barbares. Mais à ce point-là, le christianisme, c'est une aimable plaisanterie. Et Moloch, on en redemande à côté. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre par critique de l'économie politique. Critique de ce monde dans lequel les objets du travail, les produits du travail des hommes s'autonomisent par rapport à eux à ce point qu'ils peuvent se retourner contre un producteur et les réduire littéralement au rang d'esclaves. C'est ça la critique de l'économie politique. Et il faut toujours lire Marx avec ça. Marx est quelqu'un qui, je dirais, écrit la rage au ventre parce qu'il a ça en tête quand il écrit. Et il y a des pages où on le sent fulminer quand il décrit les conditions de vie de la classe ouvrière à Manchester. C'est de ça dont il s'agit, bien évidemment. Mais il pourrait se déplacer aujourd'hui, il ne serait pas démenti par ce qui se passe à Athènes, à Madrid ou en Andalousie. Et puis, il y a une formule encore, ou plus exactement un sens encore plus radical de la formule critique de l'économie politique. Encore plus radical. La critique de l'économie politique, c'est en fait le projet de la fin de toute économie. C'est-à-dire le projet de la fin du monde de la nécessité et de la rareté. Ce que le capital tente d'établir, c'est que, en dépit de ces contradictions, et à travers ces contradictions, le capital rend possible, crée les conditions de possibilité dans notre monde. C'est-à-dire, crée les conditions objectives, croissance et développement des forces productives, les conditions subjectives, concentration et centralisation, éducation, élévation de la conscience d'une classe sociale, qui va permettre de renverser ce monde à l'envers. Renverser ce monde à l'envers à travers la réappropriation communiste, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas, par l'humanité de ses propres forces productives, et aussi, dans quelques passages du Capital, cela est dit clairement, de cette manière-là, le dépassement de toute économie. Mettre fin à la rareté et au règne de la nécessité, et donc aussi à la lutte entre les hommes pour l'appropriation des biens rares, l'accès à l'abondance et l'accès à la liberté, qui pour Marx signifie avant tout la fin du travail, c'est-à-dire la réduction du temps de travail. C'est ça, comme le dit Marx à un moment, en finir avec toute cette merde. C'est dans le texte. Non, je ne me serais pas permis. Cette merde, quelle économie? C'est de la merde. Et c'est cette merde qu'on essaie de nous faire bouffer jusque-là. On essaie de nous la faire rentrer par tous les trous, les pores de notre corps. C'est ça. C'est de ça dont il s'agit de se débarrasser pour Marx. Et si vous ne lisez pas le Capital de cette manière-là, vous n'y comprendrez rien. Vous comprenez qu'on est très très loin d'un ouvrage d'économie politique. Que Marx n'avait aucune chance d'être jamais docteur en économie à Harvard ou ailleurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'a jamais ambitionné de devenir non plus. J'en ai fini avec mon premier volet, comment lire le Capital. Pourquoi lire le Capital? Rassurez-vous, je serai plus bref. Parce que, pour une partie, j'aurais déjà répondu à la question, vous l'aurez compris. 2 éléments de réponse à cette question, pourquoi lire le Capital? Premier élément de réponse, il est manifeste, au regard de tout ce que je viens de dire, c'est que le Capital reste évidemment une œuvre à découvrir ou à redécouvrir. Vous l'aurez compris. Elle est une œuvre, non pas, c'est pas une terra incognita, comme on disait dans le temps dans les meilleurs manuels de l'âge classique, mais au moins une terra miscognita, une terre méconnue, un ouvrage à propos desquels les échos que vous en avez eus, j'espère, sonnent maintenant comme
les sonneries d'un bourdon fêlé. J'espère vous avoir donné au moins, hein, encore une fois, avec la mission qui consistait à vous apprendre le tango par correspondance, j'espère au moins avoir suscité votre curiosité et convaincu qu'il y a des choses à découvrir, et pas des moindres, en lisant le Capital. Et c'est par conséquent une œuvre aussi dont la richesse potentielle reste à la portée de qui se donne tout simplement la peine de le lire. Il faut prendre l'expression au pied de la lettre, se donner la peine de le lire, c'est-à-dire à la fois c'est très simple, il suffit d'ouvrir la première page et de continuer, et puis ça sera pénible par moments. Bon. Mais c'est absolument passionnant. Comptez 3 ans. C'est ce qu'il m'a fallu à peu près. Hein, bon. Non, mais c'est 3 ans de gagner. Parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas lu d'autres conneries qui auraient été moins intéressantes. Et après ça, il y a plein de choses que je ne serais absolument plus obligé de lire. Parce que c'est un raccourci considérable. Hein, je veux dire, ça va droit à plein de choses. Deuxième raison, on peut l'énoncer très simplement, c'est que le Capital reste une œuvre plus actuelle que jamais. Non seulement en dépit de son inachèvement, mais, et ce sera le mot de la fin, du fait même de son inachèvement. Alors, en dépit de son inachèvement, le Capital est une œuvre inachevée, mais suffisamment achevée pour ce que Marx se proposait d'en faire lorsqu'il dit qu'il s'agissait de mettre en place les principles of political economy. C'est-à-dire que Marx expose dans le Capital la structure intangible, permanente par conséquent, des rapports capitalistes de production, lesquels peuvent évidemment, et ont connu incontestablement de multiples transformations, c'est-à-dire ont pris de nouvelles formes phénoménales, pour partie inédites, inattendues par Marx, et probablement fort étonnantes par rapport à ce qu'il a pu en concevoir, mais qui peuvent se comprendre parfaitement à partir de lui. Et par conséquent, il nous livre aussi les clés de cette structure, c'est-à-dire les contradictions majeures qui la dynamisent, cette structure, et qui aussi potentiellement la dynamitent. Je les rappelle simplement, et je donnerai simplement rapidement une illustration pour montrer combien c'est actuel et comment qui a lu le Capital, comme je l'ai dit, se donne les moyens d'un raccourci pour aller droit tout de suite au but. Première contradiction entre la socialisation constante du procès de production, la croissance et la socialisation des forces productives, et le maintien des rapports privés de production, enfin, les rapports privés de propriété, le maintien de l'appropriation privative. On vit dans un monde dans lequel on combine de manière de plus en plus contradictoire le caractère socialisé de la production et l'appropriation privative des résultats de cette production. Alors, ça peut prendre évidemment des formes de ce que on apprend au détour d'un petit scandale que quelqu'un gagne modestement la somme de plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars par an. C'est parce qu'il s'approprie tout simplement le surtravail de centaines de millions ou de milliers, pardon, n'exagérons pas, d'individus. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Prenons la crise écologique. Aucun rapport. Et si, on est en plein. C'est quoi la crise écologique? La crise écologique, c'est la combinaison entre, d'une part, les effets de la socialisation de la production au niveau planétaire, c'est la planète entière qui est devenue, pris dans les raies du capital, une force productive. Mais à travers un système où cette appropriation de l'ensemble des matières premières, des matières secondaires, des sources d'énergie, etc., s'effectue sous les formes de la propriété privée, c'est-à-dire sous les formes d'une multiplicité de décisions prises indépendamment les unes des autres. On s'approprie le tout dans le désordre des décisions privées. Comment voulez-vous que ça n'aboutisse pas à un processus absolument
incontrôlable, immaîtrisable, ce qu'on appelle très exactement aujourd'hui la crise écologique. La crise écologique, c'est tout simplement le résultat incontrôlable et immaîtrisable de la socialisation de la nature à l'intérieur des rapports capitalistes de production. Ça, personne ne vous l'avait jamais dit, du moins quand on parle crise écologique. Mais qui raisonne en termes marxiens comprend immédiatement que c'est ça qu'il s'agit. Comprend aussi à partir de là, évidemment, que cette crise est absolument insoluble dans le cadre des rapports capitalistes de production. On peut imaginer des capitaux verts, et il en existe. Aujourd'hui, tous les capitaux se verdissent. C'est marché. Mais un capitalisme vert, c'est comme un logarithme jaune, aurait dit Marx. Ça, c'est une contradiction dans les termes. C'est un non-sens. Parce que les deux conditions pour maîtriser la crise écologique, qui est d'une part de s'approprier, de maîtriser l'action sur la nature à travers un plan concerté et donc mettre fin à la propriété privée des moyens de production, est évidemment directement antagonique du capital. Deuxième contradiction que Marx met en évidence entre le but de la production capitaliste et ses moyens. Le but de la production capitaliste, c'est très simple, c'est, dans la vulgate marxiste, faire de plus en plus de profits, en termes marxiens plus réfléchis, transformer le maximum de travail nécessaire en surtravail, c'est-à-dire faire que le travail vivant, la plus petite part possible de ce travail vivant soit vouée à reproduire la force de travail, la plus grosse part à valoriser le capital. Ça, c'est l'objectif. Le moyen utilisé, c'est développer les forces productives et notamment accroître la productivité du travail. Mais accroître la productivité du travail, ça signifie immanquablement utiliser de plus en plus de travail mort et de moins en moins de travail vivant. Et quelle que soit la part grandissante dans le travail vivant du travail non nécessaire, du surtravail, que dit Marx, évidemment, la part du travail vivant diminuant par rapport à la part du travail mort, traduit en valeur, ça signifie que la valeur nouvellement formée diminue par rapport au capital constant, et quelle que soit la part de la plus-value là-dedans, le taux de profit diminue. Ce que je viens d'énoncer, c'est simplement, d'une autre manière, la formation de taux de profit. Alors vous me direz, illustration, la mondialisation. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. En oubliant que la mondialisation, c'est une vieille affaire qui remonte à plusieurs siècles. C'est jamais que la dernière phase de la mondialisation à laquelle on assiste, la transnationalisation. Je dirais, cette migration des capitaux les plus mûrs, des branches les plus mûres du capital, mûries en Europe occidentale, mûries en Amérique du Nord, au Japon, quelques autres endroits secondaires, autres formations capitalistes développées. Cette migration vers les semi-périphéries ou les périphéries même du système mondial, c'est pour lutter contre cette tendance. Parce que la seule manière, le vampire a besoin de sang frais. Comme il est devenu tellement gros qu'il a de moins en moins de sang à tirer sur place, il lui faut du sang ailleurs, du sang frais ailleurs, c'est-à-dire exploiter d'autres forces de travail selon des formules qui soient moins capitalistiques, comme disent les économistes, c'est-à-dire qui utilisent plus de travail vivant et moins de travail mort, de manière à pouvoir pomper, par le biais des systèmes des prix mondiaux, cela. Donc, la mondialisation, c'est dans le capital. Et d'ailleurs, Marx le dit explicitement, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, que le concept de marché mondial est inhérent au concept de capital. Troisième contradiction fondamentale que Marx met en évidence, c'est la plus parlante, c'est la contradiction entre l'accumulation des forces productives et l'accumulation de la richesse sociale, c'est-à-dire l'accumulation des moyens de produire de la richesse et l'accumulation de la richesse sociale elle-même, des moyens de consommation privés et publics d'un côté, et d'autre part, l'appauvrissement d'une part grandissante de la population, c'est-à-dire son expropriation non seulement des moyens de production, mais même des moyens de consommation. On vit dans une société
de plus en plus riches, au double sens où la richesse s'y accumule, mais où s'accumulent encore bien plus les moyens de produire la richesse, et qui en même temps voue un nombre de plus en plus grand, absolument et relativement, de ses membres, à ne pas pouvoir prendre part à cette richesse-là. Contradiction d'une absurdité totale qui voit des gens mourir de faim sur le pavé des grandes villes à porte d'hypermarchés dans lesquels s'empilent des moyens de consommation qui peinent à trouver des consommateurs, qui voit des gens mourir de froid en plein hiver à côté d'immeubles fraîchement construits qu'on ne trouve pas à vendre parce qu'on a spéculé sur, etc., etc., je ne saurais le dire. Et cette contradiction, elle n'est pas seulement aux portes de cet établissement, elle est au niveau planétaire. Pensez aux centaines de millions, cette fois-ci, je n'ai pas bafouillé, c'est bien des centaines de millions de gens qui s'entassent, par exemple, dans les favelas, un peu partout, en Amérique latine ou en Asie, dépourvus. Pensez aux 3 milliards de personnes, non plus je ne délire pas, 3 milliards de personnes qui n'ont pas un accès quotidien à l'eau courante, dans ce monde où on est capable d'envisager que demain on colonisera Mars. J'ai encore vu ça ce matin, en faisant un tour dans le relais, en attendant le train qui avait du retard comme d'habitude. J'ai vu ça, couverture quelconque. L'obscénité de la chose, l'obscénité de l'équipe rédactionnelle qui publie un truc de ce genre-là, ça y frappe même pas. Hein, de titrer là-dessus. Demain, coloniser Mars. Oui, Mars. Attention, hein, j'ai les noms, comme disait l'autre. Bon. Coloniser Mars. Oui, avant de coloniser Mars, essayons donc tout d'abord, je dirais, d'habiter humainement la Terre. Ça ne sera pas si mal. On ne demande pas de temps. Donc, vous voyez comment, à partir d'éléments très simples, avec ses limites, le capital nous donne de plein pied accès à l'intelligence du monde dans lequel on vit. Avec ses limites. Mais je franchirai un dernier pas, je dirais, grâce à ses limites. En poussant le bouchon un peu. Bon, mais pas tellement. Le capitalisme, depuis Marx, évidemment, a connu des transformations. Et de grande ampleur. Encore une fois, il s'est produit d'une œuvre de l'idée, il s'en produit en permanence. D'ailleurs, dans une célèbre page du manifeste du Parti communiste, Marx et Engels faisaient remarquer que la bourgeoisie ne peut vivre qu'en révolutionnant constamment les instruments de production, ce qui signifie ça. Bon, tout le monde connaît le bréviaire, je ne le réciterai pas. Donc, le capital ne peut se reproduire, c'est-à-dire rester invariant, persister dans l'existence, comme aurait dit Spinoza, qu'à travers un changement permanent. D'accord ? Donc, rien d'étonnant à cela. Les axes principaux de ces changements, on peut les résumer de 2 formules qui sont miennes, mais la première se trouve chez Marx, la deuxième, je la forme à partir d'une formule que trouve aussi chez Marx, mais pour autre chose. Dans sa thèse de doctorat, il utilise la formule de devenir monde de la philosophie et de devenir philosophie du monde. Le capitalisme s'est transformé, d'une part, à travers un processus de devenir monde du capitalisme, c'est-à-dire qu'il s'est mondialisé, il a envahi la planète entière, plus exactement, il a approfondi l'emprise qu'il exerçait déjà sur des secteurs de la planète en s'étendant à des secteurs qu'il n'avait pas encore atteints. Et en même temps, il y a eu un devenir capitalisme du monde, c'est-à-dire qu'il a approfondi l'emprise sur toutes les sphères de l'existence. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, je dirais, qui ne soit marqué de près ou de loin à des degrés divers et sous différentes formes et par médiation plus ou moins complexe, qui ne porte la marque du capital. Plus rien. Plus aucun de... Je dirais, on pourrait nous prendre chacun pris individuellement dans ses habits, sa posture, son nom, son devenir personnel, etc. Tout ça, c'est intégralement déterminé par le capital. Là, c'est très spinozien ce que je viens de dire. Bon. Bien. Pourquoi cela? Mais tout simplement parce que, entre-temps, le capital s'est imprimé à toute chose. Et que, on pourrait dire
cela encore en d'autres termes, le monde est devenu de plus en plus parfaitement et purement capitaliste. Or, quand Marx rédige le Capital, c'est exactement l'hypothèse qu'il fait. Il dit « je vais vous parler d'un monde », enfin il ne dit pas comme ça, mais en fait, c'est ça qu'il fait, dans lequel il n'est question que de capital et de travail salarié. Il sait bien, évidemment, qu'il y a bien un autre rapport de production que ceux qui lisent capital et travail salarié. Mais il n'en fait pas état. Parce que, dans la démarche qui était sienne, vous avez vu, ça devait venir par après, lorsqu'il parle de l'État, par exemple, il comptait parler des autres classes sociales, des classes improductives, etc. Bon. Dans le Capital même, il n'est question que d'un univers purement et intégralement capitaliste. Le meilleur exemple de ça, c'est lorsqu'il traite, par exemple, dans la section 3 de livre 2, ça fait toujours très précieux, la section 3 de livre 2, lorsqu'il traite des échanges intersectionnels, il présuppose que toute la richesse sociale est produite intégralement et purement sous une forme capitaliste. Et que toute la richesse sociale se distribue intégralement entre le capital et le travail salarié. Évidemment, un tel monde était au regard, par exemple, de celui dans lequel Marx écrivait, une pure abstraction. Et bien, cette pure abstraction, elle est beaucoup plus proche de notre monde qu'il ne l'était du monde dans lequel Marx. Autrement dit, le capital est plus actuel aujourd'hui qu'il n'était à l'époque où Marx l'a conçu et réalisé. Nous sommes plus proches des conditions dans lesquelles on peut considérer qu'en effet, tout est déterminé par le capital que ne l'était Marx. Donc, attendons encore 100 ans et 150 ans pour lire le Capital. Enfin, j'espère non, que vous y mettrez avant. Merci de votre attention. Il y a une responsabilité des gens qui ont eu le privilège ou qui se sont donnés, simplement aussi, qui ont fait l'effort d'eux. Mais il y a la responsabilité de tendre, je dirais, faire la courte échelle à ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui ne veulent pas en prendre la peine. Alors sur les deux questions un peu techniques, le taux de profit, et puis je reviendrai ensuite dans le même ordre d'idée sur coût du travail et coût du capital. Le taux de profit rapporte la plus-value au capital avancé. Le capital avancé, sur un cycle déterminé, une année par exemple, le capital avancé, c'est plus que le capital consommé au cours de cette année, puisqu'une partie du capital avancé ne sera pas consommée. Par exemple, on peut avoir fait usage de machines qui ne s'usent pas en une seule année, si on arrête les comptes sur année. Mais c'est toujours à la totalité du capital avancé, donc aussi bien le capital fixe que le capital circulant, c'est-à-dire la part du capital constant et variable qui a été consommée, qu'est rapporté le profit. De surcroît, dans ce capital avancé, font également partie du capital avancé les faux frais de circulation. Donc on voit bien que si on ne tient pas compte de ces deux éléments, c'est-à-dire l'écart entre le capital fixe et le capital circulant, qui seul a été consommé, le capital fixe ayant été avancé et consommé qu'en partie, et d'autre part les faux frais de circulation, on ne peut pas comprendre de son taux de profit. Et c'est tant et si vrai que si vous reprenez la section 2 ou même dès la section 1, Engels est obligé d'interpoler un chapitre de son cru pour expliquer l'incidence de la circulation du capital, de la rotation plus exactement du capital sur le taux de profit. Parce que ça a une incidence directe. Par exemple, la vitesse de circulation du capital, qui est un autre facteur, je n'ai même pas parlé, la vitesse de circulation du capital est un autre facteur, parce que selon que votre capital fait une seule ou n rotations dans l'année, il est évident que la masse de plus-value qu'il s'approprie sous forme de profit n'est pas la même. Donc on voit qu'il y a un très grand nombre d'éléments, de déterminants qui ont à voir avec le procès de circulation, qui déterminent le taux de profit et qui a fait l'impasse sur le livre 2, évidemment, l'ignore complètement. Et donc ne pas
correctement comprendre ce que Marx entend par taux de profit. Donc je maintiens que le taux de profit, contrairement au taux de plus-value, qui lui est entièrement déterminé par le procès de production, le taux de profit, lui, n'est pas déterminé seulement par le procès de production, mais par la combinaison du procès de production et du procès de circulation. C'est pour ça d'ailleurs que Marx l'étudie dans le livre 3 lorsqu'il passe à l'étude des formes phénoménales qui sont déterminées par les deux procès pris conjointement. Alors, coût du travail et coût du capital. Alors, coût du travail, je suppose que cette notion qui est... les deux sont des notions vulgaires, hein, d'économie vulgaire. Bon, le coût du travail, c'est, point de vue marxiste, c'est la valeur ou le prix de la force de travail. Bon, c'est-à-dire c'est le salaire pris dans la totalité de ses déterminations, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle le coût salarial total, c'est-à-dire salaire direct plus les cotisations sociales salariés aussi bien qu'employeurs. Le coût du capital, alors c'est une notion qui a été avancée de manière polémique, et d'un point de vue polémique, pourquoi pas, hein, pour rappeler, c'est ce qu'il en coûte aux capitalistes actifs, à l'industriel, au commerçant, dès lors qu'il ne doit pas, ou qu'il ne peut pas, fonctionner seulement avec son propre capital, et qu'il doit emprunter une partie de son capital. L'emprunter soit auprès de banques, soit cette forme particulière d'emprunt qui n'est pas une emprunt, en fait, c'est-à-dire qui consiste à ouvrir son capital en mettant sur le marché financier des actions, c'est-à-dire élargir ce capital et rémunérer par conséquent, non pas sous forme d'intérêt, le banquier auprès duquel il a emprunté une partie de son capital avec laquelle il fonctionne, mais les actionnaires. Puisque, évidemment, dans les deux cas, une partie du profit qu'il va réaliser va devoir revenir sous forme d'intérêt, s'agissant du banquier, ou sous forme de dividende aux propriétaires du capital. Propriétaire momentané, dans le cas de l'emprunt, propriétaire définitif, enfin tant qu'ils veulent faire partie des actionnaires, dans le cas d'élargissement du capital sous forme d'émission d'actions. C'est ça le coût du capital. Alors, opposés l'un à l'autre, c'est en effet aujourd'hui de bonne guerre. Parce que face à un patronat qui nous rabâche les oreilles par médias interposés en disant que le coût du travail est quelque chose d'insupportable pour le capital, alors que l'essentiel des gains, du surcroît de gains en termes de profit du capital, obtenu par celui-ci au cours des derniers lustres, des 15, 20, 25 dernières années, on sait que c'est reparti, non pas dans les caisses destinées à l'accumulation, les caisses des entreprises destinées à l'accumulation, mais dans les poches des propriétaires temporaires ou définitifs, entre guillemets, du capital. C'est-à-dire ces fameux coûts du capital. Donc c'est de bonne guerre. Cela dit, à partir de là, c'est de bonne guerre avec quelle stratégie et quel horizon. Et là, vous avez raison de dire que ce qui se profile de cette manière-là, c'est évidemment l'idée de faire cause commune entre les capitalistes actifs, ceux qui sont amenés à emprunter du capital, et leurs salariés contre les capitalistes passifs, que sont les banquiers et les actionnaires. C'est évident qu'on ne sort pas, je dirais, de cet horizon de conflictualité, et donc, en définitive, d'un horizon qui est un horizon réformiste. Bon. Mais une campagne, je maintiens qu'une campagne bien orchestrée, expliquant aux gens, bon, vous avez tous entendu parler du partage de la valeur ajoutée. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de cela, je suppose que vous comprenez de quoi il s'agit. Et du fait qu'à partir du début des années 80, on assiste à un déplacement de partage de la valeur ajoutée d'environ une dizaine de points en quelques années, ou un peu plus, entre 10 et 15 ans, selon les formations, au détriment du travail et d'une dizaine, quinzaine de points de PIB. Le point de PIB, aujourd'hui, en France, c'est 20 milliards d'euros à peu près, hein, puisque le PIB, c'est 2000 milliards d'euros, donc un point de PIB, un centième, c'est 20 milliards d'euros. Donc, une dizaine de points de PIB, c'est pas rien, c'est 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros qui
dans l'ancienne répartition, celle qui prévalait jusqu'à la fin des années 70, je passe les détails de cela, étaient dans les poches très, très grossiers du travail et qui sont passés dans les poches du capital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de ce gain n'est pas passé dans les poches du travail, du capital actif, c'est-à-dire des industriels et des commerçants, mais des titulaires du capital passif, c'est-à-dire les actionnaires et les banquiers. Donc, ça signifie qu'on pourrait aujourd'hui taxer à mort le capital sans que ça aggrave du tout les conditions de valorisation du capital réel, c'est-à-dire sans que ça permette aux entreprises commerciales et industrielles de fonctionner. Simplement, ça provoquerait l'euthanasie des rentiers, pour parler non pas comme Marx, mais comme Keynes, ce que un bon défenseur, un loyal défenseur du capitalisme comme Keynes appelait de ses voeux. Donc, c'est dire combien on est effectivement dans une perspective tout à fait référiste. Mais mener campagne là-dessus et expliquer ça, qu'on nous berne en nous expliquant qu'on ne peut surtout pas taxer le capital parce que ce serait la mort du petit et du grand cheval, d'accord ? Si ce ne serait pas la mort du petit et du grand cheval, ce serait la mort du propriétaire du haras, ce qui est totalement différent. Parce que lorsqu'on pend le propriétaire du haras, ce n'est pas pour autant qu'on met à mort les chevaux de ses écuries. Il ne faut pas confondre les bêtes, d'accord ? Alors pendons le propriétaire du haras et laissons vivre les bêtes, d'accord ? Mais pour autant, on n'est pas encore sorti du système d'exploitation en question. Bon, venons-en aux questions qui fâchent. Non, c'est manière de parler. Alors, 3 volets dans votre question. Alors d'abord, non, impossible de transformer Marx en objet académique. C'est-à-dire, lire Marx comme on lit Aristote aujourd'hui. Enfin, d'abord, je dirais, quand on a lu Marx, on ne lit pas Aristote de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, même Aristote devient actuel. Enfin, je veux dire, tout est actuel à ce moment-là. Mais il est clair que, et je vous l'ai donné à entendre, on ne peut pas lire Marx qu'autrement que la manière dont Marx a lu Marx, si on peut dire, a écrit Marx, c'est-à-dire la rage au ventre. C'est-à-dire qui n'a pas l'intime conviction qu'on vit dans un monde qui mérite de disparaître, qui doit disparaître et qu'il faut se mobiliser pour qu'il disparaisse, n'a aucun intérêt à lire Marx, qu'il lise Mickey ou n'importe quoi d'autre, il perdra moins son temps. Mais du moment où on lit Marx, si on n'est pas... D'abord, premièrement, c'est qu'on est déjà quelque part convaincu de ça, mais au fil des pages, on en est de plus en plus convaincu. D'accord ? Donc, c'est pas pour en faire un objet de musée. Hein. Alors, évidemment, on m'a demandé de faire une conférence dans un séminaire qui s'appelle Marx, 21e siècle, déjà, c'est pas Marx au 19e siècle. Hein. Donc, évidemment, je fais étal d'un certain nombre d'éléments proprement académiques, mais on aura compris dans mon propos que ça va bien au-delà du propos académique. Bon, alors, que des économistes soient emparés du capital, ça, je demande à voir. C'est-à-dire, les quelques fois où j'ai discuté des économistes, je suis sidéré par leur incapacité à comprendre les concepts marxiens de base. C'est ce que j'ai dit un jour à un copain économiste, enfin un copain, c'était le mari d'une collègue qui terminait sa thèse d'économie. Il était bien emmerdé parce qu'il lui fallait une introduction. Il peinait sur l'introduction. Alors j'étais prof de philo, la collègue est venue me voir, disait « Tu peux pas lui donner un coup de main ?» Je suis allé voir le gars, faisait une thèse sur la théorie du circuit. Moi, je ne connaissais rien. Moi, j'ai jamais ouvert un ouvrage d'économie. Et je me garderais bien de le faire. Hein. Je tiens trop à ma santé mentale. Donc, je n'y touche pas. Pour moi, c'est comme la drogue ou quelque chose de ce genre-là. Il vaut mieux passer à côté. Quoi, hein. Bon. Donc, j'écoute le gars. Et je lui écoute. À l'époque, j'avais fait ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire j'avais picoré dans le Capital, lu comme ça des commentaires, mais je ne connaissais rien. Je lui ai dit, mais écoute, c'est quand même drôle ton histoire. Parce que j'ai compris, je lui ai dit, j'ai pas compris, c'est ça que tu expliques. Je lui ai dit, bon, mais c'est quoi la valeur ? Le gars, il me regarde, il dit, comment ? Je dis, mais attends,
tu as fait une thèse pour expliquer comment ça circule, et tu t'es jamais demandé ce qui circule. Ah, il dit non, ça on s'en fout complètement. Hein. C'est ça, on s'en fout. Je dirais, alors je dis oui, c'est comme un médecin qui dirait le sang, ça circule de cette manière-là, mais je ne sais pas ce que c'est. Je peux m'en foutre complètement. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est que le sang pour savoir comment il circule, comment il est produit, comment l'influence qu'il a sur les parois des tuyaux dans lesquels il passe. Les échanges qu'il y a, ça circule. Ça circule et ça circule selon. Voilà, il faut que la bande qui émette des signes, qui tente. Ça va ce circuit. Voilà ce que j'explique. Je me suis dit, oulala. Donc, et les quelques autres fois où j'ai affaire à ça, faites le coup à un économiste, posez-lui la question, c'est quoi le profit? Il dit c'est la rémunération du capital. Bien, c'est purement tautologique. Hein. Je dis ça parce que l'autre jour, je suis allé voir, j'avais entendu parler de Schumpeter très longtemps, et j'ai fait comme tout le monde, j'avais lu ce qu'on dit sur Schumpeter. D'accord. Puis j'ai mis mes principes en application, je suis allé voir Schumpeter, lire Schumpeter. En l'occurrence, sa théorie de l'évolution économique, parce que je cherchais là-dedans les fameux passages où il définit les caractéristiques d'innovation et donc du capitaliste comme entrepreneur, etc. etc. Et bon, alors, je m'intéressais à ça, j'ai eu du mal à retrouver, parce que c'est l'édition originale en allemand, parce que je n'ai pas trouvé l'édition française, qui est une très belle édition, ça a été traduit en 1935, on ne trouve plus l'édition, 1935, donc j'ai pris l'édition allemande. Bon, j'ai cherché un moment, j'ai trouvé, et puis quand même, je me suis intéressé un peu à ce qu'il disait avant. Mais par exemple, voilà, Schumpeter, donc grand économiste, pour lui, le profit, c'est la rémunération du capital. C'est quoi la rémunération du capital? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sert à la rémunération? Bon, il ne sait pas. Donc j'ai des doutes sur le fait que les économistes soient capables de s'approprier. Alors, on trouvera des économies qui parlent de régulation. Je pense que vous faites allusion à ça. Bon, il y a chez Marx aussi des propos qui peuvent être tirés du côté régulationniste, sauf que c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Hein. Quand Marx parle, par exemple, les fameux schémas régulateurs du livre 2, section 3 du livre 2, il cherche à déterminer les conditions circulatoires du capital. Il a montré quelque chose qui va avoir une grande importance, parce que c'est la même chose. Il met en place des éléments qui vont lui servir pour après. Et ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'il ne suffit pas que ça circule, justement. C'est-à-dire que le capital n'est capable de se reproduire qu'à condition que ce qui circule ait une certaine composition en valeur et en nature. Et c'est absolument essentiel pour essayer de comprendre comment, justement, de temps en temps, le circuit ne se boucle pas. C'est-à-dire, ça coince, il y a des thromboses. Hein, c'est-à-dire, lui, c'est un médecin, Marx. Hein, c'est-à-dire, il s'intéresse vraiment, il dit, bon, il y a des choses qui circulent dans les tuyaux, mais c'est quoi ces circuits dans les tuyaux? Et si n'importe quoi se met à circuler dans les tuyaux, au bout d'un moment, ça ne circule plus. D'un côté, il y a des excès, de l'autre côté, il y a des défauts. Bon. Donc, ce n'est pas du tout un propos régulationniste qui tient à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Alors, l'économie de la mort. Alors, c'est effectivement une économie de la mort. Une économie de la mort qui prétend exclure la violence parce que le tout est régulé à travers la forme marchande et la forme contractuelle. Sauf que c'est une vaste blague. Hein. C'est très exactement... Quand j'avais expliqué ça à mes étudiants, je citais toujours la fameuse parole de Brecht, on parle toujours de la violence du torrent, mais jamais de la violence des berges qui l'enserrent. Hein. Effectivement, le marché n'est pas violent. J'ai quelque chose à vendre, quelqu'un me l'achète, on contracte, et la chose se passe. Ça, c'est exactement le mari de la collègue, ça circule. Mais qu'est-ce qui circule? On va regarder. Tiens, celui qui a à vendre, il vend quelque chose de très particulier qui s'appelle sa capacité à travailler. Appelons-la la force de travail. Et l'autre, là, lui achète, non pas pour lui faire balayer la cour ou faire du repassage chez soi, mais pour produire des petits pains, non pas dans le but de manger des petits pains à longueur de journée, ni de les donner à ses proches parents, mais pour vendre des petits pains. Bon, c'est un capitaliste qui a proliféré dans la pâtisserie industrielle. Bien.
la question très simple que pose Marx, et d'ailleurs, dans un premier temps, il dit, on n'a pas à se poser la question. On trouve sur le marché, voilà un exemple, je n'y ai même pas pensé. Voilà la manière dont il procède. Il dit, on trouve sur le marché une marchandise, qui s'appelle force de travail. On n'a pas à se poser la question de savoir comment ça se fait qu'elle s'y trouve. De fait, elle s'y trouve. Et puis ensuite, plus tard, il nous explique comment elle s'y trouve. C'est parce qu'il s'est produit une terrible violence. La pire des violences qui soit. Priver des hommes des conditions même qui leur permettent de produire les moyens de leur vie et de leur survie. Mais c'est une violence inouïe telle qu'il ne s'en était jamais produit dans toute l'histoire. Parce que dans l'histoire, on avait connu des violences. La violence du gars qui fait la guerre à l'autre et qui lui dit « T'es mon prisonnier, je te bouffe. » Ça me nourrit. Puis ensuite, il se dit « Putain, il y a peut-être mieux à faire que ça, parce que le bouffe, ça me nourrit une fois. Et si j'en fais un esclave, il va me nourrir pendant un certain temps. Donc je vais faire un esclave. » L'autre, il est épargné. Bon, ça, bon. Mais, en faisant un esclave, en faisant un serf, en faisant un domestique, même en faisant un client, je lui laisse encore les moyens de continuer à produire ce qu'il a à vivre. Le capital, cette violence radicale qui dit circulez, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Vous n'avez plus rien à avoir, puisqu'on vous a tout pris. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus que vous. Vous êtes nus. Vous êtes libre de tout. De toute dépendance personnelle et de toute possession. Maintenant, allez trouver quelqu'un sur le marché qui vous emploie. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si personne n'a besoin de vous, crevez dans votre coin. De toute façon, vous êtes devenu un inutile au monde. Mais c'est la pire violence. C'est la violence absolue. C'est une violence telle qu'il n'en a, encore une fois, jamais existé dans le truc. Mais cette violence, elle est absolument masquée par le marché. Parce que c'est la violence sur laquelle le marché réside. Il n'y a pas de marché sans ça. Parce que le marché des marchandises, Marx le montre bien, il ne peut se parachèver. Il existe bien évidemment des marchés avant le capital. Mais le marché ne se parachève comme marché des marchandises, et bien évidemment comme toutes les autres formes du marché, que du moment où il se met à exister comme marché de la force de travail, c'est-à-dire du moment où il y a eu expropriation. Donc au contraire, il faut savoir qu'on vit dans un monde qui peut cyniquement décréter qu'on n'en a rien à foutre de l'existence de centaines de millions, là non plus je ne bafouille pas, de gens, puisqu'ils sont devenus inutiles au capital. Puisque la condition de leur existence, ce n'est pas qu'ils puissent produire un travail utile, c'est qu'ils puissent produire un travail utile dans les conditions qui soient valorisables pour le capital. Si ces conditions ne sont pas réunies, qu'ils restent dans leur coin, qu'ils y crèvent, qu'ils s'entrebouffent, qu'ils s'entretuent, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'éclats, puis de tout type, de voix, de bombes, de sang. Sinon, on a le Conseil de sécurité des Nations Unies pour s'occuper de ça, pour y envoyer des troupes. Ça ne fasse pas trop désordre. C'est l'économie. Alors, réguler ça par les moyens de régulation habituels, c'est-à-dire celle du droit, derrière le droit, l'État, et derrière l'État, toujours en définitive, l'homme armé. Donc, le sourire de la marchandise, derrière le sourire de la marchandise, il y a la grimace de l'homme à matraque. Alors, peut-on constituer une communauté communiste? Bonne question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté communiste telle que je la conçois, et telle que les grands ancêtres l'ont conçue d'ailleurs, ce n'est pas du tout quelque chose qui exclut le conflit. Il y aura des conflits dans une société communiste, c'est évident. Par exemple, une société communiste fonctionnera sans doute par la mise à disposition de moyens de production, de terres, de locaux de production, etc., à des collectifs, la mise à disposition de moyens de production qui resteront la propriété collective. Mais il arrivera bien un moment où on expliquera, par exemple, qu'il n'est plus nécessaire de produire tel ou tel élément ou dans telle ou telle condition, etc.
Et que donc, ces gens-là vont devoir, par exemple, s'arrêter de produire ça. Bon. Ça peut être source de conflit. Conflit entre le propriétaire qu'est la communauté communiste dans son ensemble, c'est-à-dire la société, le on de la société, à travers ses instances représentatives, et le collectif de travail qui... il va falloir réguler ces conflits. C'est évident que qui dit conflit ne dit pas nécessairement affrontement. Il y a de multiples façons de poser le conflit, de réguler, etc. etc. Mais j'entends par là qu'il ne faut absolument pas concevoir, quand on parle de communauté et de communauté communiste, c'est pas tout le monde dans les bras de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il y aura des dissensions, il y aura des différences, il y aura des conflits. Il y aura donc aussi des instances pour les réguler. Savoir exactement comment ça va se passer, je n'en ai pas le plan. Si ça doit naître, ça se fera. Et ça se fera sans doute pas du jour au lendemain, c'est-à-dire ça se fera travail tâtonnement, des essais, des erreurs, etc. Mais ça peut se faire. En tout cas, je veux écarter ce fantasme parce qu'il est toujours présent lorsqu'on parle de suppression de la propriété privée comme source de division, etc. etc. La propriété privée disparaîtra. La possession privée, non. Hein, et la possession privée peut être elle-même aussi source de conflits potentiels avec d'autres possédants privés ou entre les possédants privés et l'instance de déposition de l'ensemble des propriétés que se trouve être la communauté communiste dans ce cas-là.